Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'ouvrir avec vous une nouvelle boîte à Malice, dans laquelle vous saurez tout sur Passage Transfestival, qui fête cette année ses 15 ans à Metz. Alors autant dire que la programmation est jubilatoire. Je vous réserve également quelques belles idées de sortie, Fleury à Ancy-Dorno ou encore Jazzy à Marly. Mais tout de suite, partons pour Manderen pour pousser les portes du château de Malbrouck qui accueille en partenariat avec la Cinémathèque française l'exposition Méliès, la magie du cinéma. Un voyage extraordinaire dont je vous propose une visite guidée, passionnante, en compagnie du commissaire d'exposition Laurent Manoni. Bienvenue. Laurent Manoni, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici dans ce magnifique écrin, le château de Malbrouck de Manderen, où a lieu l'exposition, ou en tout cas on peut admirer l'exposition Méliès, la magie du cinéma. Il se trouve que vous êtes le commissaire de cette exposition. Vous êtes également le directeur des collections de la Cinémathèque française à Paris. Quand on pense au cinéma, l'histoire de cinéma, il y a deux noms qui reviennent tout de suite. Les Frères Lumière et en deuxième position, Méliès. C'est peut-être même lui finalement qui est le plus inventif, qui a su s'emparer finalement du cinématographe. Oui, moi je mettrais volontiers Méliès en première position, puisqu'il est vraiment, on lui doit énormément dans le sens où il est vraiment le créateur du film de fiction, du film à trucage. Et aujourd'hui, c'est pas un hasard si les grands réalisateurs américains et européens d'ailleurs, qui font des blockbusters, qui font des films extraordinaires avec des effets spéciaux extraordinaires aujourd'hui, se revendiquent de Georges Méliès. Il y a aussi, bien sûr, si vous voulez, beaucoup de gens qui se revendiquent de Louis Lumière, mais Louis Lumière s'est contenté, entre guillemets, de refléter la réalité quotidienne, ce qui était déjà beaucoup à cette époque. Mais Méliès, vraiment, introduit la magie, en fait, dans le cinéma. Et aujourd'hui, majoritairement, si on va au cinéma, c'est pour voir encore, c'est pour avoir un effet de magie, d'illusion, que Méliès a été le premier à proposer. C'est pour ça qu'il est vraiment important pour l'histoire du cinéma. Oui, d'ailleurs, aux États-Unis, on parle d'entertainment, finalement, de divertissement, et c'est un peu ce qu'a fait Méliès dès le début. Exactement, et il a eu un énorme succès aux États-Unis, même à son époque. C'est bien qu'on comprend qu'il a tout de suite touché une cible très large d'adultes et d'enfants grâce à ses films, comme il disait, les films à trucs, qui étaient bourrés d'effets spéciaux à son époque, et qui sont aujourd'hui très captivants à regarder, et assez étonnants aussi, parce qu'on ne comprend pas encore tout à fait comment il a pu réaliser certains trucages, tellement ils sont sophistiqués. Oui. Or, à son époque, il travaille avec des outils très primitifs. Hein. Oui, c'est drôle, il a tout inventé déjà. Voilà, le numérique n'existait pas, et donc il était obligé de travailler en artisan, avec vraiment des effets qu'il inventait au fur et à mesure, avec une imagination incoercible, extraordinaire. Et aujourd'hui, on voit ces films vraiment avec grande stupéfaction encore. Méliès, il faut le savoir, c'est d'ailleurs pour ça que son œuvre est si étonnante, c'est que Méliès a commencé en tant que magicien. Oui. Voilà. Et donc il a ouvert très tôt un théâtre qui s'appelait le Théâtre Robert Houdin à Paris, sur les grands boulevards, qui était très modeste, mais qui était déjà bourré de trucages intéressants. Il l'a repris, il l'a animé, il a inventé toutes sortes de trucages pour faire des effets de magie, de précipitation tout à fait étonnants, qui plaisaient énormément. La lanterne magique, ça fait partie aussi de ces effets qu'il a pu utiliser au Théâtre Robert Houdin, avec des effets parfois d'images juxtaposées, des effets d'images mécanisées, etc. Mais quand apparaît le cinématographe, c'est le moment suprême où il va faire la fusion entre les deux arts, en fait, l'art naissant, qui était le cinématographe, qui venait à peine d'apparaître, et l'art ancestral de la magie et de l'illusion. Alors il faut bien comprendre que Méliès a fait du cinéma de 1896 jusqu'à 1913. Après, la chute est brutale, il connaît beaucoup de problèmes financiers, il est obligé de fermer son studio, etc. Mais il a quand même fait, durant cette période, plus de 520 films. Alors bien sûr, la plupart d'entre eux sont très courts. Le plus court fait 1 minute, le plus long fait 30 minutes à peu près. Mais c'est quand même une œuvre considérable. Et cette œuvre a longtemps été oubliée.
Et malheureusement, à l'heure actuelle, on a retrouvé à peu près la moitié de cette production. C'est-à-dire qu'on a à peu près 250 films, disons, sur 520 qui ont été retrouvés. Mais on continue à en retrouver. Mais c'est de plus en plus rare parce que ces films étaient fabriqués sur une pellicule 35 mm très fragile, sur du nitrate de cellulose, qui était une matière extrêmement inflammable et facile à se décomposer. Donc voilà, tout ça, c'est un patrimoine extrêmement fragile que la Cinémathèque a beaucoup aidé à sauver, à récupérer. Là, on voit par exemple les aventures de Robinson Crusoe, c'est une trouvaille qui n'est pas très ancienne, qui date d'une dizaine d'années, un magnifique film qui n'était pas à la main. Méliès voulait de la couleur dans ses films, donc il demandait à des ouvrières parisiennes qui avaient un petit atelier spécialisé de colorier le film image par image. C'est le premier coloriste du cinéma. Voilà, finalement, il est le premier il est premier dans beaucoup de choses. Oui, c'est ça, quasiment. Oui, il est premier dans tout. Et donc, il faut imaginer le travail considérable que ça représente que de peindre image par image sur une petite surface de superficie d'une diapositive, voilà, ce type de couleurs. Mais les couleurs, pour Méliès, c'est très important. Ça participe à l'action du film. On a les premiers, c'est même ce qui a précédé finalement le cinématographe, avec le zoetrope, un autre appareil également au nom du film. Phénakistiscope. Voilà, j'ai du mal à le prononcer. Ça pose les bases de sa curiosité et de son désir. Tout à fait, parce qu'il est l'héritier au XIXe siècle de beaucoup de recherches scientifiques autour de l'animation de l'image, avec la découverte de ce type d'appareils qui permettent de décomposer des images. Et ces images donc s'animent aux yeux des spectateurs qui sont tout à fait éblouis. Et Méliès va aspirer tout ça, toute cette technologie. Il va aspirer aussi la technologie des premiers films qui sont en réalité réalisés avant les Frères Lumière, dès les années 1889. Alors, ce n'est pas des films qu'on projette, c'est des films pour l'analyse scientifique, etc. Mais il connaît tout ça parfaitement. Et donc, il va combiner à la fois l'art de Robert Houdin, qui était le plus grand magicien du XIXe siècle, qu'il n'a pas connu, mais qui, pour lui, c'est son idole, avec ce type d'illusion d'optique, avec les premières photographies animées, etc. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fusionne. C'est ça qui est très important. Le premier film où vous avez innové un truc cinématographique, vous avez fait vraiment quelque chose de nouveau. Ça a été avec l'escamotage d'une dame chez Robert Houdin. Ça date de 96. Et quel était ce truc? Ça consistait à mettre une dame sur une chaise. C'était un truc d'un illusionniste célèbre à l'époque, Beatrice Colta. Ce qui est sympa dans cette salle, c'est qu'il y a un entretien, voilà, avec Georges Méliès. Ça, c'est de la magie aussi. Ça, c'est génial. Ouais. C'est un document rarissime où on entend la voix de Méliès, ce qui est très très rare, quoi. Il y a très peu. Il y a peut-être l'unique enregistrement existe, c'est celui-là, quoi. Et il raconte la façon dont il a découvert son premier trucage. C'est une façon, c'est un trucage très simple, mais qui lui a permis pendant toute sa vie finalement de décliner ce trucage en différentes sortes de manière à devenir de plus en plus sophistiqué. Voilà. Et là, il explique ça avec sa petite voix un peu vieille France, là, très sympathique. Mais ce que vous arrêtiez l'appareil, n'est-ce pas? Ça vous a été suggéré ou vous l'avez découvert comme ça simplement? Ah, tout à fait par hasard. L'accident, j'ai déjà relaté bien des fois, n'est-ce pas? C'est tout simplement un blocage d'appareil qui s'est produit place de l'Opéra pendant que je prenais les voitures qui passaient devant moi. Et alors, tout à coup, l'appareil s'arrête, le temps qu'on le débloque. Naturellement, les voitures qui suivaient avaient changé de place. Et j'ai eu la surprise, après collage, de voir tout d'un coup apparaître à la place d'un Olivier Schmadel Bastille, un corbillard, avec la famille qui suivait derrière. C'était très drôle, évidemment. C'est vrai que c'était lugubre, n'est-ce pas? J'ai dit, mais voilà un truc extraordinaire, avec ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Ce qui est intéressant par rapport à Méliès, c'est par rapport à ses concurrents, comme Léon Gaumont, Charles Pathé, c'est qu'il va œuvrer toute sa vie en artisan. Et autre particularité extraordinaire, c'est qu'il va incarner tout seul tous les corps du métier du cinéma. C'est-à-dire que c'est un excellent dessinateur, donc il dessine lui-même ses décors. Il réalise lui-même ses trucages. Il produit lui-même ses films. Il les développe, il les tire lui-même. Il les distribue lui-même. Il joue lui-même dans la majorité de ses films.
Il dirige lui-même les acteurs. Donc il écrit les scénarios de ses films. Il fait absolument tout. On a l'impression qu'il ne supporte pas l'idée de déléguer, même pour avoir une tasse de café. Ça dit quoi, effectivement? Un contrôle absolu? Contrôle absolu, artisan, solitude, sans doute, même si c'était quelqu'un de certainement très entouré. Mais ça devient après un problème parce qu'il y a d'autres sociétés comme Pathé, Gaumont qui deviennent des sociétés anonymes avec des millions de francs de capitaux. Et très vite, son côté artisanal va être problématique, il va disparaître, notamment avec, paradoxalement, un film clé de son œuvre qui s'appelle Le Voyage dans la Lune. Ce qui est intéressant, que vous me disiez tout à l'heure, c'est que des réalisateurs comme Georges Lucas ont été vraiment très marqués par la carrière de Georges Méliès. Et d'ailleurs, Georges Lucas qui est venu à la Cinémathèque française. Oui, il a posé la main sur la caméra de Georges Méliès, il était très ému, il a dit « ça, c'est le départ de Star Wars ». Alors c'est très beau parce que, évidemment, il y a un monde qui sépare les films de Méliès et de Georges Lucas, mais l'ambition est la même, faire des images illusionnistes, truquées pour fasciner le spectateur. Oui, c'est ça. Et d'autres comme Spielberg, comme Guillermo del Toro, très important, qui se revendique totalement de l'œuvre de Méliès. Pour les Américains, Méliès, c'est quelque chose de très important, peut-être plus que Lumière, qui est un peu moins connu. Méliès, c'est vraiment celui qui ouvre les portes de la magie, quoi, voilà, au cinéma. Vous parliez de la solitude peut-être de Méliès. Est-ce que quand on se plonge comme ça dans cet univers, le fait de vouloir justement faire rêver les gens, c'est vouloir peut-être échapper à la réalité pour lui? Très certainement. Totalement, mais c'est l'une des missions premières du cinéma, hein. Aujourd'hui encore. C'est-à-dire que quand on prend un billet de cinéma, c'est justement pour échapper un peu quand même à la réalité. Donc lui, il a très bien compris ça. Ce qui est important aussi d'ajouter, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il est tellement solitaire et artisan, c'est qu'il crée son propre studio de cinéma à Montreuil, et qu'en fait, finalement, il va s'y enfermer pendant quand même plus de 15 ans pour créer ses propres films à l'intérieur. Et il va très peu en dehors de ce studio. Il reste à l'intérieur de ce studio, donc à créer sa propre œuvre en toute autonomie et en toute indépendance. Donc ça aussi, j'aime beaucoup cette idée un peu d'usine à rêve, si vous voulez. Il a tout du démiurge, en fait. Hein, oui, voilà. Et puis il crée son monde. Et voilà. C'est aussi son problème, c'est qu'à un moment donné, il est dans la féerie, dans la magie, dans l'illusion, et que la guerre approche, et que la société est en train de basculer dans une autre dimension, littéralement, quoi. Et donc, le public, à un moment donné, va vouloir effectivement le quitter, en fait. L'exposition se termine vraiment dans cette salle absolument magnifique. On entre en scène. On va pouvoir découvrir le fameux voyage sur la Lune, ce film mythique, emblématique. S'il ne devait rester qu'un film de Méliès, ça devrait être celui-ci, bien sûr. En tout cas, c'est son œuvre la plus célèbre. C'est ce qui a vraiment répandu sa célébrité à travers le monde, parce que c'est un film que notamment les Américains ont adoré. Donc ils l'ont acheté, ils l'ont en quantité, mais ils l'ont aussi plagié, ils ont fait des contrefaçons, des copies pirates, etc. Ce qui a un peu accéléré les problèmes financiers de Méliès. Mais voilà, le voyage dans la Lune, c'est ancré dans la mémoire collective, littéralement. Il y a cette scène où la Lune reçoit un obus dans l'œil. À l'heure présente, là, il y a une fusée qui est en train de partir sur la Lune, parce qu'on a de nouveau envie d'y marcher. Voilà. Et donc, en fait, en réalité, c'était Georges Méliès qui, le premier, est arrivé sur la Lune et a pu rencontrer notamment des Sélénites, un personnage tout à fait étonnant qui habite là-bas, comme vous le savez. Et donc, on a ici quelques pièces rares, comme le costume du voyage dans la Lune, qui était costume de magicien du professeur Barbanfouilly, qui est joué par Méliès lui-même. Voilà. Et puis aussi des instruments que Méliès utilisait pour faire de la prise de vue ou des projections, des choses très anciennes et très rares. Et puis donc tous les dessins du voyage dans la Lune que Méliès a pu faire, parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre c'est un excellent dessinateur et il dessinait chaque scène avant de les réaliser. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle les storyboards aujourd'hui, si vous voulez, quoi. C'était vraiment un artiste et un artisan extraordinaire. À l'heure de l'intelligence artificielle, est-ce que cette exposition n'est pas là pour nous rappeler, regarder ce qu'on peut faire de nos mains, regarder comme il est important peut-être de créer les choses par soi-même et qu'on peut inventer sans en passer par une machine? Ça, c'est très important ce que vous dites, parce que quand on regarde les films de Méliès,
Vraiment, ils sont faits avec les mains, ils sont faits avec des outils, avec des lames de rasoir pour le montage, avec des pinceaux et de la couleur à l'aniline pour les peintures. Enfin, c'est des outils vraiment extrêmement primitifs. Et pourtant, ce qu'on voit sur l'écran, c'est très, très abouti, c'est très compliqué. C'est tellement compliqué que même aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer la façon dont il a réalisé certains trucages. Et aujourd'hui, alors évidemment, tout est facile avec le numérique, avec l'intelligence artificielle. Mais en réalité, je trouve que l'œuvre de Méliès est bien, bien plus supérieure en termes de composition, de réalisation, de technicité que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec un film numérique, quoi. C'est très intéressant. Dans les influences, je pense à Michel Gondry, je pense qu'il a oui, dû être sûr, énormément influencé par lui, puisque dans Eternal Sunshine of a Spotless Mind, il y a des effets justement d'échelle, de taille. Et lui aussi, il aime beaucoup travailler manuellement, encore la pellicule ou les effets spéciaux, quoi. Il est encore dans cette tradition-là, quoi. Mais je pense qu'on va y revenir forcément, parce que même quelqu'un comme James Cameron, auquel la Cinémathèque a rendu hommage à travers une exposition il n'y a pas longtemps, lui-même aussi, il parlait de Méliès comme le maître absolu, mais avec une certaine envie presque, parce que Méliès, c'est la liberté. Il était tellement indépendant qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, même si, bon, à la fin était compliqué. Mais voilà, en fait, tous les cinéastes aujourd'hui pensent à Méliès à la fois comme créateur incroyable, plein d'imagination, avec plein de secrets techniques, mais aussi comme homme libre, comme artisan libre, comme artiste total libre. Voilà, la liberté absolue. C'est un beau mot pour clôturer cette émission. La liberté, soyons libres de créer. Exactement. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Et juste Laurent, avant de se quitter, vous allez voir, moi aussi je suis magicienne, je vais vous faire disparaître. Regardez. 1, 2, 3. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à jazzer, puisque qui dit printemps dit Marly Jazz Festival. 22e édition déjà, pour cet événement qui pendant 4 jours va réunir des pointures en la matière et fêter des anniversaires marquants. Parmi les incontournables, on retrouve l'accordéoniste Richard Galliano, qui fête ses 75 ans et qui va dévoiler une nouvelle version de son album mythique Viaggio. Il partagera la soirée avec le saxophoniste, compositeur et arrangeur messin Stéphane Gatto, qui proposera un set inspiré par les saisons. De son côté, James Carter Organ Trio célébrera les 100 ans de la naissance de John Coltrane pour un concert qui devrait osciller entre ballade et up-tempo délirant. Le saxophoniste sera par ailleurs précédé par 4 musiciens du Grand Est réunis autour de Claire Chukidjak, dont les compositions sont teintées de jazz et de néo-soul, et dont le premier album, Autrefois la mer, a fait l'objet d'une belle chronique dans le magazine Citizen Jazz. Denis Desazy en dit en effet que c'est un album qui est tout sauf un disque désespéré, qu'il est d'abord l'expression d'une résistance nécessaire et d'une musique rassembleuse. Alors écoutez. Claire Chukidjak avec East Aces vous donne rendez-vous au Marly Jazz Festival dimanche 24 mai. Notez également qu'un bel hommage sera rendu à Jeff Buckley le vendredi 22 mai, avant que l'un des représentants les plus célèbres du jazz flamenco, Antonio Lizana, débarque avec son sextet sur scène. Enfin, sachez que le trompettiste Nicolas Folmer rendra quant à lui hommage à Miles Davis, dont nous fêtons également les 100 ans de la naissance. Un hommage de haut vol, puisque le légendaire Marcus Miller, bassiste qui a accompagné Miles Davis, dit de Folmer qu'il a absorbé la musique de Miles dans son âme. Mais moi, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait d'un titre de la chanteuse et compositrice Estelle Perrault, dont le 3e album est une grande délicatesse. Vous pourrez écouter Estelle Perrault et tous les autres au Marly Jazz Festival qui aura lieu du 21 au 24 mai. Prenez vite vos places. Et des places, il va falloir également réserver Fissa pour Passage Trans Festival qui a posé ses valises à Metz il y a
15 ans maintenant, et on peut dire que le festival est bien ancré dans la ville. Il est d'ailleurs passé en mode annuel depuis 5 ans maintenant pour toujours accueillir des artistes du monde entier qui nous ouvrent leur univers. Alors, que nous réserve cet événement transdisciplinaire cette année? Une programmation jouissive, c'est ce que confirme Benoît Bradel, directeur artistique et général du festival. C'est une édition où justement on réunit à la fois des artistes emblématiques de Passage Transfestival, comme Lia Rodriguez, qui est cette artiste brésilienne avec laquelle j'étais à Rio quand j'ai candidaté pour Passage, et qui du coup revient avec son dernier spectacle, Borda, justement sur les frontières, et en même temps c'est aussi comment on coud, comment on tisse des liens entre différentes frontières. Et Lia Rodriguez, qui est justement une artiste qui vient de la chorégraphie, mais qui travaille avec les arts visuels, aussi avec la musique, avec des choses très profondes. Le Passage a été beaucoup dans l'Europe de l'Est, découvert d'artistes russes, polonais, ukrainiens. Et là, cette année, on réaccueille une jeune artiste russe en exil, justement, Alina Kulikova, qui nous fait entendre sa voix. Et puis, on a cette année, effectivement, cette édition Nouveau Rivage, Shawati Al-Jadida, qui nous emmène seulement des rivages de Rio de Janeiro à ceux du Liban, de l'Égypte, d'Alexandrie, du Maghreb, de la Palestine, avec des artistes qui vont nous raconter justement la création dans ces mondes arabes, comment venir jusqu'à nous à travers d'autres frontières, d'autres langues, qui sont souvent très croisées, plus qu'on ne le pense. On a la chance d'accueillir pour moi une œuvre majeure de Ali Charour, qui est un grand chorégraphe libanais qui travaille avec une chanteuse magnifique syrienne, Lina Hadib, et qui nous emmène When I Saw the Sea. Ce sera un spectacle danse, musique, théâtre qui aura lieu à la BAM, qui nous emmène justement dans un monde qui semble le plus noir, l'esclavage moderne, au milieu des bombes de femmes. Mais dans cette noirceur surgit la lumière. Et il nous l'a fait découvrir avec une grâce qui justement nous donne l'espoir. On aime accueillir Sayeh Sirvani, qui est une jeune artiste iranienne qui est venue faire l'école de la marionnette à Charleville et qui sera dans plusieurs endroits avec 2 spectacles, à Coltès et puis à l'Arsenal. On aura aussi Maraha Hussein, qui est une jeune artiste palestinienne qui est basée à Anvers et qui nous fait Language No Problem et qui nous raconte justement comment elle a dû jongler entre l'hébreu, l'arabe, l'anglais, le néerlandais et aujourd'hui le français pour exprimer des sentiments, exprimer ses émotions. À la fois beaucoup d'artistes qui nous parlent du monde d'aujourd'hui, mais toujours avec une espèce en étant très animés, comme aussi Nanda Mohammad qui raconte la tragédie en Syrie avec sa mère qui lui rappelle des histoires et en même temps avec une espèce de joie et de force de vie qui nous fait du bien et dont on a besoin, je pense, aujourd'hui. On est dans toute la ville autant que possible et aussi avec beaucoup d'événements qui sont gratuits, plein de concerts incroyables. Il y a un jeune DJ de Rio, il y a un jeune musicien syrien, il y a énormément de propositions qui sont entre musique et art vivant et qui sont en accès libre et gratuit pour que le public justement vienne profiter, découvre l'ambiance. C'est vraiment l'idée qu'on puisse être le plus nombreux à se serrer les coudes, à être ensemble dans ce moment du monde qui est particulièrement violent pour se donner du courage, de la force, de l'espoir. Et Passage est aussi là pour raconter que l'art est un élément essentiel dans nos vies. Il y a du divertissement, du plaisir, on fera la fête aussi, mais voilà, c'est différentes nourritures pour le corps, pour l'esprit et pour l'âme. Et avant de nous quitter, notez un dernier rendez-vous dans votre agenda, puisqu'une belle lecture poétique et interactive vous attend au château de Ronqueville à Ancy-d'Ornault. Avec à fleur de mots, le comédien Théophile Choquet va vous inviter à découvrir quelques-unes des plus belles pages de poésie de la littérature consacrée
aux roses. Un spectacle interactif qui fait écho au sarro qui nous vient du Brésil et qui permet de vivre le spectacle de l'intérieur. Vous allez ainsi pouvoir réagir, prendre la parole tel un bœuf littéraire, si vous le souhaitez bien sûr, et vivre un moment à l'image de la rose, fragile et vivant. Particularité de cette lecture, pas comme les autres, eh bien, elle a lieu dans un écrin magnifique, celui du château de Ronqueville, où se trouve la distillerie et le parc Les Roses de Juliette. Juliette qui vous en propose une visite guidée afin que vous découvriez sa collection de roses anciennes parfumées dans la distillerie ainsi que le processus de production d'eau de rose. Une buvette gourmande et artisanale à la table de rose sera également proposée, la boutique sera ouverte, bref, vous allez voir la vie en rose dans un cadre enchanteur, samedi 23 mai à partir de 14h30 à Ancy-Dorneau. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve très vite pour un nouveau bain de culture. D'ici là, émerveillez-vous. Allez, bye bye. What is a bus? What is a guatamales? What is a bus? What is a guatamales? Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg.